Bonjour, nouvelle émission de Tête à Clash. Alors nous commençons par deux sujets. Le premier, c'est Sarkozy en prison. Est-ce que la Ve République vient de vivre un véritable séisme ? Est-ce que Sarkozy est un martyr ou le symbole d'une justice bien faite ? Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est Macron. Le président le plus seul ou l'homme le plus seul de France. 73% des Français veulent le voir partir. Ses ennemis politiques, bien sûr, mais également ses soutiens le lâchent. Ça, ce sera notre deuxième sujet. Et on a 4 invités pour parler de tout ça. Le premier, c'est Cyril Benassar, qui est auteur, qui a écrit un beau livre qui s'appelle L'Affranchi. D'ailleurs, pour la première fois, je crois, autour de cette table, il y a 4 hommes qui ont chacun écrit des bouquins. Ok, L'Affranchi. L'Affranchi, recommandé par Richard Millet dans le dernier Causeur, un article très élogieux. Excellent. Ah, mais j'ai pas vu l'article. Ouais. Je vais le lire. Merci beaucoup. Michel Fize, qui est sociologue et politologue, et qui a écrit plein de livres, et des livres tout à fait adaptés au sujet, puisqu'il y en a un sur l'état des prisons en France. Oui, sur la prison de la Santé, plus exactement. Ça tombe bien. J'étais l'un des premiers à écrire sur cet établissement il y a 40 ans. Ok, très bien. Et alors, à nouveau, Antoine Guénaud, qui n'est pas le fils de... Ça non, c'est pas. Ça Ça s'écrit pas pareil. Est-ce que vous avez écrit quelque chose, Antoine ? Oui, j'ai écrit un petit livre, Merde. Oui. Voilà, parce que c'est, je pense, ce qu'il faut dire aux Français. Merci. La France qui dit non. La France qui dit non, parce que je pense que c'est ce qu'il faut dire, et le dire fort, donc merde, qui est le mot le plus français qui soit, quand on est très énervé. Absolument, merci et bienvenue dans l'équipe. Merci. Et le dernier, c'est un habitué, il s'appelle Philippe Pascot, il a écrit plein de livres et plein de coups de gueule en réserve dans sa besace. Et le dernier livre s'appelle « Pilleur d'État, encore et encore ». Voilà, On nous a dit que ça irait mieux aujourd'hui, et aujourd'hui c'est pire. Le ton nous est donné. Allez, à tout de suite pour le premier sujet. Alors, le premier sujet, c'est Sarkozy en prison. La Ve République vit un véritable séisme. Pour la première fois, un président de la République a été incarcéré à la santé. Et on a vécu un mélodrame, je ne sais plus qui disait, un départ de règne, une fin de règne, un exil avec ses soutiens à son domicile du 16e arrondissement. On a appris que Macron l'a reçu à l'Élysée et que Darmanin va aller le visiter. Évidemment, la droite hurle à l'injustice. Voilà, ça c'est le sujet, parce qu'il me semble qu'il est important de définir si Sarkozy est un martyr ou si Sarkozy est juste, injusticiable comme les autres. Il a eu une peine qui est très similaire à celle des autres dans les mêmes cas. Le premier qui intervient, c'est Philippe Pascot. Philippe. Écoutez, je suis bien content d'intervenir là-dessus, mais il y a une chose que tout le monde oublie dans ce dossier-là, c'est que M. Sarkozy, ça s'appelle un récidiviste. Oui. Et un récidiviste, quand il est recondamné, il est vraiment condamné. Moi, j'ai pas de problème avec le fait que le président de la République, je dis au contraire, ça prouve que la démocratie va mieux. Ça prouve que la démocratie existe encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un met les doigts dans la confiture, quel qu'il soit, quelle que soit sa fonction, et aujourd'hui c'est un ancien président, quand il est condamné, il est condamné. Récidiviste, parce qu'il n'a jamais été condamné pour quoi que ce soit. Mais non, vous rigolez ou quoi ? Ah, allez-y. Il a été condamné dans l'affaire Bismuth de façon définitive. Oui. Et pour corruption. D'accord. C'est pas n'importe quoi comme délit. Il a été condamné pour corruption de façon définitive dans l'affaire Bismuth. Il a été mis en cause dans l'affaire Big Maillon. Mais on est condamné en récidive quand on refait la même chose. Quand on refait la même chose, mais il est quand même récidiviste, donc il n'y a pas de problème. C'est pas un innocent, c'est pas quelqu'un qui a un casier judiciaire vierge, entre guillemets. Donc il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas condamné au même titre qu'un trafiquant de drogue. Un trafiquant de drogue, quand vous le chopez et que vous le mettez comme association de malfaiteurs, il peut être condamné jusqu'à 10 ans de prison. C'est la peine maximale. Lui, il a été condamné qu'à 5 ans. Moi, j'ai pas de problème de ce côté-là. Qu'il soit président, qu'il soit pas président. Pourquoi En l'espèce, il n'était plus président et les faits qui lui sont reprochés ne sont pas couverts par l'immunité présidentielle. C'est d'ailleurs pour hein. ça qu'il n'est pas passé devant la Haute Cour de justice, parce que ce dont il était accusé était détachable de sa fonction de président. Donc moi, j'ai aucun souci par rapport à ça. D'autant plus que je remarque que la plupart des gens qui parlent et qui hurlent au loup par rapport à ça sont des gens qui ne connaissent pas le dossier. C'est des gens qui n'étaient même pas à l'audience. Ce procès-là, c'est une enquête qui a duré 18 ans. Avec des preuves matérielles. Je rappelle quand même que dans ce dossier, malgré ce qu'on dit, pendant le jugement, on a retrouvé 6,5 millions
6,5 millions d'euros de virements venant de la Libye sur les comptes, entre guillemets, de campagne présidentielle. Il n'y a pas photo. Oui, oui. Pour autant, il n'a pas été condamné pour les faits. Il a été condamné pour un faisceau de preuves allant dans le sens des faits dont Pour un vous faisceau parlez. d'indices, et un faisceau d'indices concordant et précis Faisceau d'indices. vaut preuve en France. Bien, Donc moi, j'ai pas photo là-dessus. Alors, c'est vrai que les enquêtes ont Cyril duré Benassar. 18 ans. C'est-à-dire que pendant 18 ans, on a une justice qui a dépensé 50 millions d'euros. Il y a eu un article d'Erwan Seznec dans Causeur il y a quelques temps là-dessus. 50 millions d'euros pour essayer de trouver quelque chose chez Nicolas Sarkozy. On a bien vu dans toutes ces affaires qu'il y a un véritable acharnement, c'est-à-dire une volonté de trouver des écoutes, une façon de pratiquer avec des filets dérivants. Et puis, si on peut choper quelque chose, même sans preuve, on poursuit et on condamne. C'est ce qui s'est passé dans cette affaire. Il n'y a pas de preuve. Il y a un faisceau d'indices, vous avez raison. Oui. Et je pense qu'il est fondé parce qu'il ne peut pas n'y avoir rien dans cette affaire. Ah ben je vous le confirme. Je suis d'accord, sauf que la justice ne condamne que sur des preuves. Parce que non. Quelque chose qui est de notoriété publique et un faisceau d'indices, à ce moment-là, on ramasse tous les mafieux notoirement connus et on les met en tôle tout de suite. Mais ça se passe pas comme ça. C'est ce qui se passe. Non, pas du tout, ça se passe pas comme ça. Il faut des preuves. On a bien vu là que la justice a voulu se payer Sarkozy, que le coup de sans preuve dans un premier temps, puis exécution provisoire, c'était la seule façon de le voir en prison. Il voulait voir Sarkozy en prison. Et ça, je trouve que c'est le signe d'une dérive de la justice, du pouvoir des juges qui est dénoncé depuis longtemps, et du fait qu'ils violent la séparation des pouvoirs entre le politique et le judiciaire. La présence de Sarkozy en prison vous choque? Oui, ça me choque. Au-delà de la condamnation. Pas la présence en principe d'un président ou d'un ancien président. Le peu de choses sur lesquelles il se retrouve en prison, incarcéré. Vous ne pouvez pas dire ça. Si, on peut dire ça, parce que l'exécution provisoire, ça concerne des gens qui peuvent fuir, qui peuvent intimider les témoins, qui peuvent... Il y a un certain nombre de critères et il ne les remplit pas du tout. Donc, pardon, je vous coupe. L'intérêt de cet événement, c'est qu'on a appris que beaucoup de gens vont en prison pour des exécutions provisoires, alors que moi, j'imaginais que l'appel suspendait toute peine. Oui, c'est nouveau. Et en réalité, on a découvert que ça n'était pas le cas, et que beaucoup de gens allaient en prison, et d'ailleurs, très souvent, à l'audience même. Oui. Ils rentrent dans le tribunal, ils en ressortent avec les menottes. C'est pour ça qu'on il faut que ce soit motivé. Et là, Michel Fize. Je pense que dans cette affaire, il y a trois termes importants. Légalité, donc la légalité est respectée. Moralité, est-ce que cette mesure est une mesure morale, au sens où on l'entend convenable, opportune, et puis l'émotivité. Bon, l'émotivité, on en a parlé, donc on peut être ému positivement ou négativement. Il y a beaucoup d'émotivité dans cette condamnation. Voilà. Alors, ce qui quand même pose problème, c'est que la responsabilité initiale de cette affaire, c'est le Parlement. Car c'est le Parlement qui a voté l'exécution provisoire. Or, ce qui est quand même très préoccupant, c'est que le principe de condamnation provisoire, qui est donc une première instance, est aujourd'hui contredit, voire bafoué, par le principe d'exécution provisoire. Voilà. Et donc, qui repose effectivement sur un faisceau d'indices. Alors, ce qu'il faut bien rappeler, j'ai regardé un peu les textes, parce que je me suis dit, on parle souvent beaucoup de preuves matérielles. Est-ce qu'il faut des preuves matérielles pour poursuivre quelqu'un? La réponse est non. Et depuis 1789, on n'a pas besoin de preuves matérielles. Alors c'est vrai, quand on a l'ADN, c'est évidemment plus facile. Mais quand on relit, par exemple, un article, j'ai retrouvé l'article 427 dans lequel M. Sarkozy a pu être impliqué, c'est sur la conviction du juge. Donc la conviction du juge se fixe. Est-il écrit en toute liberté sur l'ensemble des éléments sans hiérarchie stricte. Donc, il y a quelque chose qui est intéressant, et d'ailleurs ça me fait penser à un Guénaud, pas celui qui est en face de nous, mais l'autre avec... Henri Guénaud. Voilà, Henri Guénaud. Conseiller de Sarkozy à l'Élysée. Très, très fort justement, c'est qu'aujourd'hui, la subjectivité judiciaire est en train de manger l'objectivité. Et c'est tout à fait vrai. C'est que quand on regarde cette idée d'association de malfaiteurs, dont les magistrats eux-mêmes disent que c'est un fourre-tout, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il suffit d'avoir l'intention de préparer et peut-être de rencontrer une ou deux personnes pour tomber dans l'escarcelle judiciaire. C'est terrifiant, parce que finalement, ça veut dire qu'il suffit maintenant d'une intention. C'est comme si on disait là, on va préparer un complot contre France Télévisions. Michel Fize, je vous rappelle quand même que pendant la durée de l'audience, il y a eu des collaborateurs très proches
de l'ancien président qui ont avoué eux-mêmes qu'ils étaient allés en Libye, qu'ils avaient rencontré des gens haut placés, dont un terroriste Et c'est pour ça, condamné d'ailleurs. en France, et qu'en réalité, quand on leur demande « mais vous y êtes allé pourquoi ?», c'est des bas, des et pas grand-chose. Oui, mais bon, la conclusion, c'est relax sur les 3 chefs d'accusation principaux. Donc, il restait qu'une possibilité. Je suis assez d'accord avec mon voisin. Bon, c'est quand même quelque part, on voulait bien trouver quelque chose. Hein. Alors, avec d'ailleurs cette phrase qui est terrifiante. Hein. Il ne pouvait pas ne pas savoir. Vous vous rendez compte, si on commence à condamner les gens en soupçonnant qu'ils devaient savoir parce qu'ils ne pouvaient pas ne pas savoir. C'est évident. Antoine Guénaud, vous n'êtes pas encore intervenu. Vous êtes choqué par la condamnation du président Sarkozy et le fait qu'il soit allé en prison pour une durée d'ailleurs qu'on ne connaît pas, hein, puisqu'il y a un appel qui va être fait. Moi, je ne suis pas choqué du tout et pour plusieurs raisons. D'abord, on parlait de l'exécution provisoire. L'exécution provisoire, c'est la droite Sarkozy qui l'a défendue. Donc il se prend un peu... il se mange son propre truc aussi. Hein. Au-delà de l'exécution provisoire, moi, ça ne me choque pas du tout, parce que déjà, quelque part, je ne me sens pas concerné par une affaire qui finalement concerne une rixe intracaste. C'est la même caste d'européistes qui, là, d'un seul coup, commence à se tirer dessus un petit peu. Alors là, ça, vous rejoignez, puisque de mémoire, il y a une 40aine de % de Français qui disent « nous sommes OK, nous réjouissons plutôt de l'incarcération de Nicolas Sarkozy ». Il y en a un peu plus de 30% qui disent qu'ils sont contre, et il y en a un peu moins de 40% qui disent qu'ils sont pour. Donc vous êtes un... Dans ce pour, mais moi pour d'autres raisons. C'est-à-dire que moi, là, cette affaire-là, très bien, mais je pense qu'on parlait tout à l'heure, il n'est pas condamné pour ses actes en tant que président de la République. Moi, je préférerais justement, parce que je pense que quelque part, la justice française, les magistrats l'ont un peu protégé finalement, en le mettant qu'un an en prison. Parce que je pense qu'il faudrait plutôt s'intéresser... C'est 5 ans, hein 5 ans, pardon. 5 ans, un an, pardon. l'exécution provisoire, mais c'est 5 ans, pardon. Mais qui l'ont un peu protégé, puisque je pense qu'il faudrait plutôt qu'ils s'intéressent, ces magistrats, au titre 4 du Code pénal. Le titre 4 du Code pénal, le livre 4, par contre, du Code pénal, Rappelez-nous. qui concerne les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. Et je pense que Sarkozy devrait peut-être passer devant une cour ou une autre cour. Je rappelle aussi que Sarkozy est celui qui a détricoté la haute trahison qui était dans la Constitution, qui n'y est plus, puisque je pense qu'il est coupable de... Enfin, je pense. La justice devrait s'intéresser au fait de sa culpabilité sur des choses comme ça. Vous pensez qu'en fait, on s'intéresse à des vétilles, si je reformule, pour moi, oui. à des vétilles, alors que les sujets principaux... Qui ne sont pas forcément des vétilles, mais Alors, c'est pas vraiment des vétilles. pas des vétilles, hein. C'est pas des vétilles, mais je pense vraiment qu'il devrait s'intéresser à la réintégration dans l'OTAN, quand même à avoir bafoué un référendum des Français par une manœuvre, j'allais dire dilatoire, complètement légale, mais c'est un goût d'état juridique quand même. La vente d'or à une période où il ne fallait absolument pas vendre l'or, etc., etc., etc. Parce que c'est pas le sujet, là. Oui, mais puisque non, je trouve que c'est intéressant parce que en fait, ce sont des actes. Choque, non. Des actes politiques que vous dénoncez. Vous demandez à la justice de s'en saisir. Moi, je trouve que là, il y a un danger, une dérive terrible. Non, c'est dans le Code pénal. Oui, enfin bon, on peut toujours trouver dans la multitude des articles du Code pénal de quoi inculper tout le monde. Je veux dire que là, non, mais on parle la d'atteinte. politique, elle doit être sanctionnée par la politique, c'est-à-dire par le vote. Et je suis assez d'accord avec vous sur l'idée que Sarkozy, ce procès, j'aurais préféré qu'on assiste au vrai procès de Sarkozy, son procès politique, c'est-à-dire celui qui nous avait parlé d'immigration choisie. On voit ce qu'on a maintenant. Là, il pourrait être poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui. Mais les procès qui nous avait promis le Karcher, on a eu Kouchner, comme disait Zemmour. Là, c'est un vrai procès. Mais ce sont aux électeurs de trancher. Ce sont aux électeurs de sanctionner. Donc le procès politique, c'est pas un procès à la stalinienne. La justice n'a rien à faire là-dedans. Non, c'est trop facile ce que tu dis. Au référendum, je suis bien d'accord avec vous sur le référendum de Badet, sauf qu'il a été réélu. Il a été élu. C'est-à-dire que le référendum a été élu bafoué. Non, mais et ensuite, il a passé son truc et il a été élu. Il a été plébiscité, et les européistes aussi. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité du peuple français là-dedans, de ne pas savoir se décider et de toujours nous mettre des européistes et des immigrationnistes. Et c'est pas à la justice de sanctionner ça. Parce que vous disiez qu'en fait, on parlait d'autre chose. Hein, oui, on parle d'autre chose. Vous oubliez complètement le fait quand même que le propre directeur de cabinet de M. Sarkozy. Si vous avez fait un peu de politique, moi j'en ai fait 25 ans, un directeur de cabinet, c'est votre binôme. C'est lui qui fait tout, c'est lui qui rencontre de tout, et c'est lui qui exécute tout ce que vous dites. C'est souvent le filtre d'ailleurs avant de rencontrer le président. Et c'est celui qui fait tout ce que le président ou le chef dit. Oui. Le directeur de cabinet de M. Sarkozy est parti en octobre 2005 rencontrer sans avertir l'ambassade le numéro 2 de Kadhafi, qui était le type condamné en France de façon définitive pour avoir tué 170 personnes dans un attentat. Et c'est aussi pour ça qu'il a pris 5 ans en partie. Parce que n'oubliez pas que durant ce procès, les familles
des gens qui ont été tués, les 54 Français, étaient partie civile sur ce dossier-là. Et ils attendaient des résultats par rapport à ça. Donc moi, je ne suis pas du tout choqué que M. Sarkozy soit condamné. C'est lui-même qui a déclaré en 2011 tout condamné en France au-dessus de 6 mois doit faire de la prison ferme. Ouais, c'est lui-même. Donc il se prend les pieds dans son propre tapis. Tant pis pour lui. Il y a une demande de vertu de la population, enfin de ce que les politiques croient venir de la population. Il y a une demande de vertu, mais pas pour eux. Hein. Si, pour les autres. Hein. On vient de dénoncer par le Parlement qui a voté ce truc. Ils veulent toujours plus de transparence, toujours plus de punition pour les politiques. Je vais aller... Attends une seconde. Une seconde. Je voudrais juste dire un truc par rapport à ce truc de Kadhafi. On ne peut pas réécrire l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment, Kadhafi a voulu revenir et se redorer le blason sur la scène internationale. Ouais. Sarkozy lui a proposé ça. Et là, ce qui est malhonnête, c'est d'avoir échangé ça contre le financement. Non, mais je vous le dis. Mais il n'y a pas que ça. C'est malhonnête d'avoir essayé d'échanger ça contre un financement de campagne. Non, mais il n'y a pas que ça. L'acte politique qui est de se rapprocher de Sarkozy. Excuse-moi, tu ne connais pas bien ton dossier. On ne peut pas lui tu ne connais pas bien ton dossier. Il n'y avait pas que ça dans la balance. Il y avait le fait que M. Sarkozy allait accorder le nucléaire à Kadhafi. C'était dans l'accord. Et ça a été prouvé durant le procès. Sarkozy a renoncé à son arsenal nucléaire précisément pour je dis pas qu'il a renoncé. Je dis qu'il l'avait promis à Kadhafi contre un financement. On va essayer c'est de la haute trahison. On va essayer d'avancer. Voilà, c'est pour ça. Antoine, on va essayer d'avancer sur les politiques qui votent des lois et qui, quand elles doivent s'appliquer à eux, les refusent. Et je vais vous citer Laurent Wauquiez, qui estime que la loi est mal faite, et il parle de l'exécution provisoire, et il dit que l'exécution provisoire, ça devrait être sorti de la loi. Ben voyons. Surtout, il dit ça dans ses dîners à 5140 €. Ça, c'est encore une autre histoire. Philippe, c'est vous qui mélangez tout cette fois-ci. Oui, c'est vrai. OK. Michel Fize, comment vous réagissez par rapport à ça ? Je redis ce que je disais tout à l'heure. Le principal accusé dans cette affaire, c'est l'exécution provisoire. Pas simplement pour M. Sarkozy, mais pour tous ceux qui sont soumis à cette mesure, c'est-à-dire 85% des gens qui passent devant les tribunaux. Alors, sur le plan civil... Vous pensez que c'est critiquable, cette exécution provisoire ? Oui, c'est critiquable parce que ça va, encore une fois, tout à fait contre le principe de double juridiction, voilà, qui est le principe démocratique par excellence. Ouais. Michel, c'est 85% pour association de malfaiteurs qui vont en prison directement. Attention, c'est pas pour toutes les condamnations. Oui, mais des condamnations graves. Pour association de malfaiteurs. Et certains disent que c'est normal de protéger la société, puisque cette personne va faire appel, mais que globalement, il y a assez de preuves pour qu'on n'ait pas envie qu'il se retrouve en plein air. Franck, c'était encore une fois, c'était aussi pour protéger la société. C'est ce que je viens de dire. Les associations de malfaiteurs, ou quand les gens sont directement en prison, n'oubliez pas que la plupart, c'est des trafiquants de drogue. Donc c'est normal, je dis que c'est logique que le législateur et le politique aient renforcé l'ordre en disant attention, vous êtes dans un premier temps, vous êtes un trafiquant de drogue, nous vous déclarons en association de malfaiteurs, donc nous avons un faisceau d'indices précis, concordants et simultanés pour être sûr que vous êtes vraiment un trafiquant, nous vous mettons en prison pour que vous ne fassiez pas de dégâts derrière. Malheureusement, ils ont fait ça pour les trafiquants, mais quand ça s'applique à eux, ils sont plus d'accord. Oui, mais bon, parce que précisément, ça s'est fait surtout pour les trafiquants. Oui, alors, ça se justifie moins pour la question de Sarkozy. Voilà. La question de Sarkozy, c'est la réitération de l'infraction. Non, mais encore une fois, est-ce qu'il y avait un risque ? Encore une fois, effectivement, il y a des faits troublants. Ce que tu as rapporté il y a un instant sur les visites en Libye et vice-versa. C'est pas troublant, c'est prouvé. Sauf que, encore une fois, vous avez des juges qui travaillent pendant des années et qui aboutissent à la relaxe. Alors qu'en fin de compte, avec un peu de subjectivité, comme c'est le cas dans beaucoup d'affaires aujourd'hui de justice, ils auraient très bien pu considérer qu'il n'y avait effectivement pas lieu de relaxe. Là, il y a relaxe. Voilà. Donc moi, je crois encore une fois, ce qui me choque, c'est pas qu'un président de la République soit emprisonné. Il n'est pas au-dessus des lois. Donc là, encore une fois, voilà. Mais on va là-dessus. Il faut encore une fois avoir des preuves, tout un faisceau de preuves. Donc on ne peut pas critiquer la justice là de ne pas avoir trouvé les preuves. Je voudrais qu'on avance. 52 perquisitions sur le problème de l'exécution provisoire. Messieurs, je voudrais qu'on avance sur ce sujet parce que finalement, on est un petit peu. C'est pas que ça. Non, attendez, on est un petit peu en train de refaire le procès. Moi, je voudrais qu'on parle de ce qui se passe. Maintenant, Nicolas Sarkozy est en prison. Il a été reçu par Emmanuel Macron et Gérald Darmanin. Le ministre de la Justice va lui rendre visite. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Darmanin dit « Je suis ministre de la Justice, il est normal que je me rende en prison » ou est-ce que vous pensez que ça pose problème ? Antoine, moi je pense que ça pose un gros problème, oui. Ça me paraît logique. Parce que qu'est-ce qui pose problème ? Le fait qu'un ministre de la Justice aille voir son copain en prison, je suis désolé.
Ou alors il n'est plus ministre de la Justice, il dit je démissionne parce que j'ai envie d'aller voir mon copain en tôle, pourquoi pas? Mais pas en tant que ministre de la Justice, c'est pas possible. En fait, ce que vous lui reprochez, c'est d'y aller en tant que ministre de la Justice. Bien sûr. S'il y allait en tant que copain, s'il y allait en tant que citoyen, et s'il faisait la queue pour rentrer, ça dure des heures. Il fait ce qu'il veut. Après, personnellement, il fait ce qu'il veut, mais il peut pas le faire en tant que ministre de la Justice. Michel Fiz. Il faut quand même rappeler que dans cette affaire, il y a 2 détenus supplémentaires. Oui. Vous avez raison. On vient d'apprendre... Les 2 policiers ou gardes du corps qui vont veiller jour et nuit sur la sécurité du président Sarkozy, qui apparemment ne serait pas assuré dans le quartier d'isolement où il se trouve. C'est intéressant ce point de vue parce que ça souligne autre chose. C'est la surpopulation carcérale qui fait qu'une cellule a été libérée pour que 2 personnes qui sont, elles, libres, l'occupent. Donc ça renforce la surpopulation par ailleurs. Alors, ceci étant... Pourquoi non? Parce que c'est dans le quartier VIP, et dans le quartier VIP, il y a plein de cellules de libres. Donc pas de panique, ça renforce pas. Mais c'est normal. Pourquoi il y a un quartier VIP? Pourquoi il y a un quartier VIP? Parce qu'il faut un quartier VIP. Moi, j'ai rencontré Michel Niret, qui est donc l'ancien, etc. Je veux dire que s'il avait été mis dans les communs, aujourd'hui, il serait mort. L'ancien flic. Le quartier VIP, c'est pas seulement pour les VIP, c'est aussi pour les personnes vulnérables. Je crois que ce qu'il faut aussi ajouter, c'est pas si simple. Ça renforce pas le surpopulation carcérale. C'est simplement qu'il y a un indice. On est à plus de 180%. Oui, on est d'accord, mais 3-4 par cellule. Pas les 2 policiers. Moi, je trouve ça normal à la limite. Ce qu'il faut ajouter, c'est que compte tenu de la situation de la santé, qui est déjà dans une situation de surpopulation de 191%, qui fait qu'on a en moyenne 2 détenus par cellule. Jusqu'à 3-4, dit-on. Hein. Voilà. Bien sûr, oui. C'est la surveillante des prisons la contrôleuse des prisons. C'est un établissement qui a été réouvert en 2019 pour un peu plus de 750 détenus et on est à plus de 1200, plus de 1200 aujourd'hui. Donc, l'isolement, de toute façon, de M. Sarkozy est un isolement très, très, très tempéré. D'abord parce qu'il y a effectivement ce qu'on ne trouvait pas autrefois au 19e siècle dans les cellules, télévision, un poste fixe de téléphone avec des numéros, etc. Oui, il ne peut pas appeler la terre entière. Hein. C'est des numéros qui ont été validés de sa famille. 3 visites par semaine, plus des visites libres des avocats, donc il va voir quelqu'un tous les jours. Voilà. Donc ça, c'est pas de l'isolement au sens où il va vivre un an. On n'a pas dit qu'il n'est pas condamné au mitard non plus. Non, mais l'isolement, vous savez... Il a les mêmes droits que les autres prisons. Hein. Le quartier VIP, excuse-moi, tu connais bien le dossier de la santé. Dans le quartier VIP, tu n'es pas en isolement, tu es seul par cellule, c'est tout. Oui, mais c'est ce qu'on appelle classiquement le. Non, c'est pas un isolement. Oui, mais c'est pas un isolement. Pour en venir à la présence. L'isolement, c'est le mitard. On avait commencé. Cyril Benazar sur Darmanin. Ça me gêne pas plus que ça. Je trouve que Darmanin. Il n'a pas contesté la décision de justice, il n'a rien dit là-dessus, donc il y a un parfait respect de sa fonction et de la séparation des pouvoirs. Maintenant, le fait qu'il aille voir Sarkozy, évidemment, on n'est pas dupe. C'est une façon de faire savoir à tout le monde et à Sarkozy qu'il n'est pas devenu pour lui un pestiféré, un paria, de quelqu'un à qui va tourner le dos, parce qu'il juge que c'est un procès politique, qu'il n'y a rien de gravissime. Et je trouve que c'est une façon habile, subtile de respecter les deux positions, son amitié et sa fonction ministérielle. Mais c'est quand même inédit parce qu'effectivement, de l'aveu même des syndicats pénitentiaires, jamais aucun garde des Sceaux n'est allé voir en tête-à-tête un détenu particulier. Et d'ailleurs, les gardiens aimeraient bien qu'un garde des Sceaux vienne juste à la prison régulièrement. Ça serait mieux, Oui, bien sûr. Bien sûr. Hein, pour constater. C'est surtout un gros coup de com' parce que comme on se doute bien qu'il ne va pas rester longtemps en prison. Il pouvait attendre 8 jours, il l'aurait vu en dehors de la prison. Hein. Oui. Alors ça, c'est un autre aspect. Il y a une demande de mise en liberté de ses avocats. Ils ont 15 jours pour statuer. Tout le monde est plutôt unanime sur le fait qu'il risque de... Enfin, il va passer Noël en famille. À mon avis, oui. Voilà, oui, mais parce que là, il retombe sur un autre statut qui est le statut de détenu provisoire. Donc, qui n'a rien à voir avec l'association de malfaiteurs et la gravité considérée des faits. Mais le réel problème, c'est est-ce que c'était bien de le mettre en prison? Moi, ça ne me gêne pas. Fondamentalement, c'est injustifiable comme les autres. Et n'oubliez pas que dans ce dossier, je le rappelle, ils ont quand même magouillé avec un type terroriste condamné définitivement en France et qui a tué 170 personnes. Et c'est aussi ça qui a fait que ça fait pencher la balance. Tous les présidents de la République sont susceptibles d'être amenés à négocier avec d'anciens criminels, d'anciens terroristes. Mais je m'en fous. C'est la réelle politique. Mais non, attends, la réelle politique... On va pas aller lui demander des comptes 20 ans. Il y a quand même un point. C'est logique de parler à tout le monde. Pour financer sa campagne, le scandale, mais le fait de parler avec d'anciens terroristes... La réelle politique fait que justement la démocratie est en train de mourir. Quand quelqu'un a mis les doigts dans la confiture ou est un terroriste, moi je ne négocie pas avec cela. Je ne négocie pas avec Daesh.
Ah, Mais jamais. pardon, ça veut dire que s'agit pas de ça. vous parlez C'est ce pas à que- Poutine. Non, mais C'est- le si, nouveau faut pas président parler à de la- Poutine. le Si nouveau tu fais de la président réelle Syrie, politique ils vont tous demain- lui parler et c'est normal. Mais oui, c'est comme ça que les choses. Eh ben moi se non, passent. je suis désolé, j'ai eu Ah, moi-même On plusieurs parle fois. avec les Palestiniens, on parle avec tout le monde. Non, il y a un moment donné où il y a des niveaux où il ne faut pas dépasser. Moi, je ne négocierai jamais avec les gens de Daesh, jamais. Non, mais là, Et là, il y a un type quand même qui, quelque part, était dans un état d'esprit de Daesh, qui a tué 170 personnes Oui, mais je- oui, dans mais un on est- DC-10. mais problème, on est c'est- d'accord Voilà, là-dessus. mais- On- Et le directeur de cabinet Sarkozy va négocier avec ce Il mec-là. négocie pour lui. C'est ça le Je sais pire. bien. C'est même pas pour la En France. plus, c'est même pas pour la France. Alors, hein. c'est c'est pour là, lui qui effectivement, là est le problème. Ah oui. Et le fait Et encore d'aller une fois, parler à d'anciens si vous connaissez bien le dossier comme moi je le connais, il y a quand même des virements d'argent Oui. qui ont été faits. Oui, Il y a c'est avéré. monsieur Sarkozy, monsieur Hortefeux, qui crie aux orfraies par rapport à une fausse lettre dont le démarrage qui est sorti en 2012. Je rappelle quand même que sur cette lettre où on dit, tout le monde dit que c'est un faux, ils ont été condamnés parce que c'est un vrai. Ils ont été en première instance, ils ont été en appel, ils ont été en cassation, ils ont été déboutés et ils ont été obligés de verser de l'argent à Mediapart. Ah bah alors maintenant, je veux dire, tout le monde s'accorde à dire qu'il s'avère que c'est un faux. Mais et là, c'est pas un faux. Il s'avère que c'est un Il y vrai. a une décision de justice, première instance, appel, cassation et paiement Ah, de là, dommages et intérêts. Là, on est sur La un point de juge détail. qu'on a gardé La juge a écrit a révélé qu'il s'avérait que c'était un faux. La Probablement juge un a écrit faux. probablement un Oui. faux. C'est pas la même chose que Si ça avait été probablement un vrai, elle l'aurait mis dans le Eh ben, je dossier, peux t'assurer que moi, j'ai le jugement de la condamnation. Ils ont été condamnés parce que c'est un vrai. Ah bon. Messieurs, on s'arrête là pour ce sujet. On saute dans le sujet suivant, c'est-à-dire Emmanuel Macron, le président le plus seul. À tout de suite. Deuxième sujet, Macron. Est-ce qu'on parle d'un président fantôme ? Le président, depuis des mois, au deux bouts de l'échiquier, sa démission ou sa destitution est réclamée. La différence, c'est que tout récemment, Édouard Philippe, un ancien Premier ministre, et Jean-François Copé, un ancien ministre, réclament son départ. Alors l'un et l'autre, c'est plutôt en douceur, on va dire une retraite organisée. Il n'empêche qu'il me semble que l'atmosphère a changé sur ce sujet. Et c'est de ça dont nous allons parler. Et c'est... c'est Michel qui s'y colle. Michel Fize, premier intervenant. J'ai essayé, donc, il y a maintenant 2-3 ans, de faire un portrait psychologique le plus affiné possible du président Macron. Et ça me permet de dire... Rappelez-moi comment s'appelle votre bouquin. Alors, le bouquin s'appelle « Un président anormal », A avec un petit tiret anormal. Le A privatif. Voilà, le A privatif pour signifier qu'il s'affranchit de toutes les normes, politiques, sociales, etc., voire peut-être d'ailleurs privées, familiales, que sais-je encore. Bon, alors... Je crois qu'aujourd'hui, par rapport à sa déclaration, d'ailleurs dont il s'était engagé à ne pas faire ce type de déclaration de l'étranger, voilà, montre que le Macron de 2025 est exactement le même que celui de 2017. J'ai relu tous ses discours depuis 2017, à la virgule près, il dit toujours la même chose, parce qu'il est toujours persuadé, sur son rail, qu'il a raison contre le monde entier, contre tout le monde, contre ses premiers ministres, anciens, nouveaux et à venir. Voilà, il est dans cette mégalothymia, comme je l'avais appelé. Voilà, donc là, pour le coup, il est persuadé que sa réforme des retraites était une bonne réforme, donc il vient de mettre un petit cactus sous la tête de Sébastien Lecornu, en disant non, c'est pas une suspension, c'est un décalage. Parce que dans sa tête à lui, effectivement, il est absolument convaincu qu'il a raison, que cette réforme doit être faite et dans les conditions qu'il a présentées. Donc il est bloqué dans sa tête. Sauf que, et c'est vraiment ce qui m'a fait mettre le sujet à l'ordre du jour, c'est qu'il me semble qu'avant, ceux qui demandaient sa démission n'avaient pas la crédibilité ni le poids politique d'Édouard Philippe ou de Jean-François Copé, et de plein d'autres, parce que Jordan Bardella réclame la même chose, il y a Mélenchon, lui c'est plutôt du niveau de la destitution. Vous croyez pas que ça peut le faire bouger ? Alors, si vous permettez, je vais vous présenter le système D. Concernant Emmanuel Macron. D comme démission, D comme destitution, D comme dictaturisation. On n'a pas trop de temps pour laisser parler les autres, Michel. Mais, et donc dissolution. Alors, je redis ce que j'ai souvent dit, démission
Non, c'est dans son esprit absolument inconcevable, et donc il ne démissionnera pas. D'autant qu'on se rapproche du terme, on n'est plus qu'à un peu plus d'1 an et demi. C'est ça. Donc il va tenir. Il va Et faire d'ailleurs, des petits- beaucoup disent il n'y a pas lieu, laissons le cours des choses Oui, alors peu importe, se faire et peu on y importe. Mais arrive. encore une fois, le ressort, hein. il est psychologique. C'est-à-dire, mentalement, il ne peut pas, effectivement, sauf à se fracasser son identité, ce qu'il est impossible de faire. La destitution, on va voir qu'elle est inaccessible une nouvelle fois, parce que la majorité est trop importante. Parce qu'il faut un vote des deux chambres. Hein, Voilà, un vote et au des- Sénat, ça bloquera. Hein. 2 tiers. Et aux 2 tiers, vous avez Voilà, raison. donc une Donc, dans tous les cas, majorité ça ne se passera voilà, pas. une Hein. majorité. C'est une chimère que poursuit Une LFI. majorité qualifiée, comme on l'appelle. Alors, il reste donc la dictaturisation, c'est-à-dire le recours à l'article 16. Je pense que c'est une option qui, à mon avis, s'éloigne un peu, parce que je crois qu'il n'en aura pas besoin, hein, finalement. Et puis, eh bien, le deuxième D, c'est que par rapport à tout ce qui se passe, il est dans le détachement. C'est-à-dire, il est ailleurs, il est sur sa planète, il est sur son raisonnement. Voilà, il ne change pas. C'est pas tout à fait vrai, Michel, je vous apporte la contradiction, parce que s'il était dans le détachement, il prendrait beaucoup de recul et il s'occuperait de l'international et de ce qu'on demande à un président de la République. Non, mais il redit, c'est moi le chef. Non, mais il met un taquet à Leconu sur la retraite. Il a mis un taquet à tous ses premiers ministres, détaché. alors qu'ils le lui rendent bien, bon, ça on peut comprendre. Philippe Pasco. Ah oui, c'est drôle. Alors, je vais prendre au vol ce que vient de dire le réalisateur dans mon oreille. Il dit, pour continuer dans le D, est-ce qu'on n'est pas dans le déni ? Est-ce que Emmanuel Macron n'est pas dans le déni ? Il est complètement dans le déni, mais comme depuis 2017, c'est des gens qui savent plus ce que c'est que le peuple. C'est des gens qui vivent dans leur cocon, dans leur tour d'ivoire, dans leur tour machin, et ils se rendent pas compte. Et moi, je suis d'accord avec Michel tout en n'étant pas d'accord avec lui. C'est vrai. C'est quoi le désaccord avec le décor, c'est que il est dans sa logique de société, la sienne. Oui. La société, lui, l'histoire des retraites, il a raison. Il a raison de vouloir modifier la retraite. La seule différence, c'est que la modification de la retraite, c'est pour pouvoir faire plus de profit pour certains. Or, nous voulons une société de partage. Et lui, il n'est pas dans le partage. Il est dans le profit pour quelques-uns. Donc, il est dans sa logique, en fait, de type qui sort de chez Rothschild et qui ne sait pas ce que c'est que l'ensemble du peuple. C'est aussi simple que ça. Démissionner, il démissionnera pas. Et là, je te rejoins totalement. Il va rester jusqu'au bout tranquille. Et puis, laissons-le mourir. Mais par contre, arrêtons de voter pour lui, quoi. Moi, c'est fini, ça. On n'a plus l'occasion de voter pour lui. Mais on va voter pour qui ? On va voter pour le suivant. Le suivant est adoubé par Macron. Donc, faisons attention à qui on vote quand même, pour qui on vote. Des risques, oui. Parce que si jamais on revote pour le même, entre guillemets, qui ne sera pas lui, pour préparer son retour en 2032, je dis attention les enfants. Et comme le peuple n'a pas de mémoire, j'ai très très peur. Et là où je suis d'accord, le peuple est con, il a quand même eu 17% de voix en 2020. Alors que de 2017 à 2020, on aurait peut-être pu se rendre compte, 2022 pardon, on a pu se rendre compte que ce mec-là, c'était le plus mauvais président de la République depuis 1958. Moi, je fais la liste en ce moment de tout ce qu'il a dépensé à son profit personnel. Si je parle de la vaisselle, de la piscine qu'il a fait construire, mais c'est une folie. Il n'y a jamais eu autant de garde du corps, entre guillemets, autour d'un président de la République en France. Vous êtes en train de faire ce comparatif sur tous les présidents de la République ? Non, oui. Bon, évidemment, De Gaulle va être complètement hors concours puisqu'il payait lui-même ses C'est celui qui est le plus dispendieux. Ah bon ? Il n'y a pas photo. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce Cyril discours, Benazar. Normal. un peu anti-élite, un peu anti-Macron. Non. Je ne crois pas qu'il soit contre le peuple ou qu'ils ne comprennent pas le peuple. Ce que je pense, c'est que, comme tous, ils essayent de réussir. Ils essayent de comprendre le peuple. Ils n'essayent pas de détourner des fonds publics pour irriguer certains, une caste, une partie, parce qu'ils viendraient de chez Rothschild. Non, je ne crois pas du tout à ce discours. Je pense que, quand ils sont dans la fonction, ils cherchent à réussir. Ils cherchent à rester comme un président qui a réussi, qui a vaincu le chomage, qui a réduit la dette, qui a fait... Il a réduit le chômage ? Je ne dis pas qu'il a réduit le chômage. Je dis que son intention, ça n'est pas de servir ses petits copains, c'est de réussir 6 mois. dans la fonction. Attendez. On laisse une seule chose. Une seule chose qu'il aura réussi. Bénéfique pour le peuple depuis 2017. Mais dans son esprit, le bénéfice. Non. Excuse-moi. Non, mais la langue de bois, je connais. Mais c'est pas la langue de bois. Une seule chose. Tu confonds ce qui est bon pour le peuple et ce qu'il croit être bon pour le peuple. Et toi, tu l'accuses de faire des choses en pensant que ça n'est pas bon pour le peuple. Je ne suis pas d'accord avec ce discours. Dis-moi. Il n'y en a pas. Non, mais dans son idée, la réforme de... les gens quand tu leur poses une question qui pleurent. Mais parce que ta question est biaisée.
Je te dis... Elle est simple, hôpital, quoi. Oui, mais école, quoi. mais- Justice, quoi. Non, mais Prud'homme, quoi. on ne fait pas le bilan de Macron. Je te dis pas le que bilan, je te demande. dans ce qu'il fait, il pense que c'est bon pour la France. Ouais, c'est bien, mais il pense pour mal, hein. Mais oui, bien sûr qu'il pense mal. Mais soit il pense, quand il pense que l'avenir de la France, ça n'est que l'Europe et au-delà le monde à la façon Attali, il pense que c'est bon pour la France. Il ne pense pas qu'il va détruire la Et France. même sur l'international, il est mauvais. Oui, il est mauvais. Évidemment qu'il est mauvais. Je suis content que tu le reconnaisses. Maintenant, toujours la même il y a question. Autre chose, une deuxième chose, c'est que effectivement, peut-être qu'il comprend pas les Français, mais il a été réélu. C'est ça le drame, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'au moment où on nous Est-ce présente, que c'est un drame ou c'est la beauté de la démocratie? c'est les deux. Les C'est les gens deux. ont peut-être C'est la mémoire démocratie. courte, mais ils Si choisissent. aujourd'hui, C'est-à-dire que les autres n'ont pas réussi à convaincre. Parce que la façon dont sont les élections aujourd'hui, il est évident qu'il y a de moins en moins de gens qui ont envie d'aller voter. Et tout est fait pour que il les gens. suffirait qu'ils y aillent pour que ça change. Hein. Certains. Mais oui, il suffirait déjà qu'on reconnaisse le vote blanc, ce que je réclame Déjà. depuis que Oui, 7 ans. ça Antoine Guénaud. Et qu'on Antoine fasse passer Guénaud, ces absolument. Antoine Guénaud, je voudrais vous faire réagir à des mots, je vous dirai pas forcément de qui les a prononcés, au nom de l'intérêt général, parlant de la démission, hein, au nom conforme à l'honneur, dans l'intérêt de la France, légitimité, à l'origine du chaos. Comment vous réagissez, vous, à ces mots qui poussent Macron pour des raisons objectives ou des raisons liées à l'honneur? C'est fort comme mot, hein, et c'est un mot d'ailleurs qu'on n'entend plus beaucoup. Comment vous réagissez à tout ça? Oui, enfin, comment dire? Évidemment qu'il n'a pas d'honneur. Encore une fois, moi, je vais pas. Je suis complètement d'accord sur le fait qu'ils trahissent. Point. Ou alors, c'est encore une fois la même question pour toutes les élites. Est-ce qu'ils sont complètement cons ou est-ce qu'ils trahissent? Parce que c'est un peu les deux. Mais c'est la question. C'est soit on est rasoir de Henlon. Oh non, il faut plutôt considérer la bêtise que l'incompétence ou je ne sais quoi. Pour moi, ils trahissent. Et pour moi, il y a un plan. Je veux dire, il y a un plan total de destruction de la France. Non, mais un plan qui n'est pas forcément... Quel serait l'intérêt de Macron? L'intérêt, de détruire la bien sûr, France l'intérêt est de faire un État fédéral européen. C'est tout. C'est de détruire tellement la France pour qu'il y ait un État fédéral européen. Le but de Macron, moi je pense même pas qu'il revienne en 2032. Le but de Macron, de toute façon après, c'est d'être président de la Commission européenne, voire même président d'un États-Unis d'Europe qui arrivera, si ça continue comme ça. C'est tout. Donc son but, c'est très bien. C'est pas dans les tuyaux, hein, mais... c'est pas dans les voilà. tuyaux, on verra quand ça sortira, mais je pense que cet homme-là, et ça c'est que je vois Michel Fils dessus. Il a préparé un discours électoral pro-présidence européenne, hein. Une Europe puissante, souveraine, L'aude à la joie, à chaque fois. D'entendre, bon, ça fait pas l'ombre d'un doute qu'après roi de France, il aspire à devenir roi d'Europe, voire un peu plus. Et ça vous choque? Un peu quand même, hein, peu quand même. Alors un peu quand même parce qu'encore une fois, je crois que par rapport effectivement à tous les chantiers que citait tout à l'heure Philippe, bon. Il a ouvert tous les chantiers. Hein. Quand on regarde ses discours depuis 8 ans, l'école, la justice, l'hôpital, tout a été passé au crible. Hein. Donc un vrai travail d'ailleurs de sociologue, si l'on peut dire. Hein. Voilà. Mais aucun n'a été achevé. Hein. Bon, le bilan est là. Alors moi je pense que d'abord je crois qu'on retiendra l'épisode macroniste comme un accident de l'histoire. Voilà, c'est une parenthèse dans l'histoire politique. Sur 10 ans, c'est long. Hein, alors c'est une longue parenthèse, voilà. Alors ça pose d'ailleurs la question du renouvellement du quinquennat. Bon, vous savez, on parle de revenir parfois au septennat ou à un mandat de 6 ans. Un septennat unique, alors. Oui, ou à un mandat de 6 ans, alors qu'il pourrait être unique également. Je pense que deux quinquennats, c'est pas bon, parce que le deuxième, effectivement, ne sert pas à grand-chose. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train d'essayer de supprimer le dernier wagon du train, quoi? Globalement, c'est un peu toujours la même chose. Si on est courte de 3 ans pour aller à 7 ans unique, il y aura toujours 1 ou 2 années qui seront un peu les années de fin de règne. J'entends des voix fort heureusement qui se rejoignent un peu à ce que je dis depuis des années. Je crois que le piège dans cette affaire, hein, comme tout à l'heure on parle de l'exécution provisoire, le piège c'est l'élection du président de la République au suffrage universel. Il faut arrêter d'élire des monarques qui soient républicains ou pas républicains. Voilà, c'est ça qui empêche le retour d'une assemblée, d'une Quatrième République. Là, vous avez, oui, c'est ça. Le problème, c'est quand vous dites ça, Michel Fize, tout le monde entend 4e République. Ah non, mais et tout le monde se souvient d'un désordre, pour le dire gentiment. Oui, mais encore une fois, on peut pas remettre la société de la 4e République dans la 5e République. 70 ans plus tard. Donc les choses. Et puis on peut faire mieux que ce qui a été fait. Voilà, hein, par rapport effectivement à la représentation proportionnelle qui peut être une alternative. Voilà. Bon, c'est un choix. Mais je pense que de toute façon, il faudra bien choisir entre régime parlementaire ou régime
présidentielle, c'est le vœu de François Hollande, qui a d'ailleurs beaucoup d'idées depuis qu'il est plus président. C'est ça. Dit en passant. D'accord. Alors, je voulais simplement dire une chose par rapport à la dissolution. Je pense que si Emmanuel Macron arrive à éviter une nouvelle dissolution, il est sauvé jusqu'à la fin de son mandat. Ouais. Voilà. Sachant juste une chose concernant la dissolution, je vais vous faire réagir là-dessus. La dissolution, en réalité, la fenêtre de dissolution est quasiment fermée. Pourquoi ? Parce que si ça ne se fait pas maintenant, après, il y a les élections municipales en 2026, et imaginons qu'ils dissolvent... Il est obligé de repousser les municipales. Alors, il peut être obligé de repousser les municipales, ou ça pose un problème pour le prochain président qui se retrouverait élu en 2027 sans pouvoir changer de majorité. Donc, il y aurait un vrai souci démocratique. Donc, la fenêtre pour dissoudre, c'est novembre-décembre de 2025, et après, c'est presque fini. Oui, mais je ne suis pas certain qu'il fasse ce raisonnement très rationnel que nous faisons, encore une fois. Cette première dissolution, il l'a faite envers... Et il y en a un autre qui s'appelle Chirac. Il y en a un autre qui s'appelle Chirac qui avait fait pareil. Et qui s'était planté de la même manière. Et vous savez quelle était la raison de la dissolution de Chirac en 95 ? Rappelez-nous. Alors, il avait une majorité, lui, il avait une belle majorité. Oui. Il trouvait simplement que cette majorité n'était pas assez chiracienne, mais trop baladurienne. C'est tout. C'est la seule raison. Comme quoi, ça renforce ce que disait, c'est que ces gens-là travaillent que pour leur gueule. Bien sûr. Ou travaillent en étant très détachés du terrain, puisque beaucoup disaient « mais Chirac va dans le mur en klaxonnant », parce qu'en réalité, il ne va pas avoir une nouvelle majorité. Alors que tout le monde lui disait « Chirac, t'es le meilleur et tu vas avoir ta majorité ». Emmanuel Macron travaille pour son moi. Il a besoin d'être au centre de tout le temps. Partout. Mais il a commencé à 14 national, ans. comme à l'international. Voilà. Antoine Guénaud. C'est un acteur, c'est vrai, donc forcément il joue son rôle. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un acteur a un réalisateur au-dessus de lui. Je pense que cet homme est un valet d'autre puissance, c'est tout. Non, ça c'est... Voilà. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'il serait une marionnette dirigée par... Non, mais pas forcément avec des fils, etc. Mais c'est des gens qui sont convaincus depuis qu'ils sont nés. C'est tout. Mais c'est global. Ces gens qui dirigent. Convaincu, c'est travaille par exemple. C'est un atlantiste, c'est tout. Il travaille pour les intérêts américains, par exemple. Convaincu, c'est le bon mot. C'est-à-dire que je pense que c'est une idéologie. C'est par idéologie qu'ils sont aussi européistes, fédéralistes. Oui, bien sûr. C'est pas parce qu'on les force pas. Oui, je suis d'accord. On les force pas. Manipulés par des forces extérieures. On les force pas. Bien sûr, on les force pas. Ils font du zèle. Ils font du zèle. On est tout à fait d'accord. Mais juste là-dessus, je voulais juste sur les institutions. Juste sur les institutions, c'est très rapide. Sur les institutions, oui, il faut certainement changer des choses. Ça, on va pas se mentir. Mais ça clairement. Par contre, ce qu'il faut changer, c'est les hommes. Oui. Les institutions, oui. Mais il y a des humains derrière. Quelles que soient les institutions. Changer le système. Voilà, tout à fait. Il faut changer le système. Mais il y a des hommes. Changer les hommes, ça nous fait penser à Mao et à la révolution culturelle. Non, mais changer les hommes. Ça fait peur, hein. Bien sûr. Non, ça fait peur. Les élire. On n'est pas des sauvages. Ah, vous n'êtes pas des sauvages. Parfait. Alors, vote obligatoire. Ça c'est une solution. C'est une solution. Oui, mais mettre en avant des candidats différents, ça changera. Il y a un système médiatique. Si tu as un vote obligatoire, le bulletin blanc devient un vote politique. Oui, mais ça ne changera pas. Il y a plein de pays, quand le bulletin blanc dépasse un certain nombre, les gens rentrent chez eux. Et c'est ça dans tous les politiques de droite. Mais en quoi ça aide à dégager une majorité ? C'est de ça qu'on a besoin en ce moment, le vote blanc. Ça sera un problème de plus ? Mais c'est pas un problème de plus. Aujourd'hui, on ne sait même plus pour qui voter. Les Français ont surtout besoin d'une offre politique de qualité. Voilà, ils n'ont pas d'offre politique. Moi, je pense qu'ils l'ont, mais qu'ils sont trop timorés, qu'ils choisissent toujours le centriste rassurant plutôt que les extrêmes, comme on leur dit à la télé. Allez, messieurs, merci beaucoup pour ce deuxième débat. On va passer sur les coups de gueule et les coups de cœur. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. Monsieur Benazar qui s'y colle. Et vous avez un coup de gueule. Le coup de gueule, on commence par un coup de gueule. Alors, le coup de gueule, c'est le dernier tweet de Rima Hassan. Il y a eu un article de la presse internationale en anglais qui parlait du Hamas et qui relatait que le Hamas éliminait ses opposants un par un, one by one. C'était le titre. Et Rima Hassan a juste retweeté one by one, qui est un clin d'œil à sa frange pro-Hamas de son électorat. Et je trouve que hier, il y a eu le procès de Mila. Mila, c'est une jeune fille qui a été poursuivie, protégée parce que menacée de mort, de viol, d'égorgement, de tout ce qu'on veut. Et il y a eu un procès parce qu'un type l'a accusé d'avoir tenu des propos racistes. Donc, on traîne en justice Mila, on a traîné Zemmour, je ne sais combien de fois, Renaud Camus, des tas de gens pour des propos. Et je me demande ce qu'on attend pour poursuivre Rima Hassan pour apologie du terrorisme.
Parfait. Merci. Beaucoup de gueule. Michel Fize, votre coup de gueule, c'est quoi? Ah ben moi, mon coup de gueule, c'est sur ce que j'appellerais les prisons de la honte. Parce qu'au-delà de l'affaire très, très particulière, très pointue de Nicolas Sarkozy, il y a cette réalité carcérale épouvantable qui s'appelle la surpopulation. Tout à l'heure, vous parliez de 3 matelas par cellule, parfois il y en a un peu plus. 3 personnes, parfois c'est le double. Voilà, donc on est à un taux, aujourd'hui on est à peu près à 85 000 détenus. Moi je me souviens d'un temps, quand je travaillais précisément à l'administration pénitentiaire, où quand on voyait s'approcher le chiffre de 40 000, on était littéralement tétanisé. Voilà. Bon, et aujourd'hui, avec un nombre d'établissements qui n'a pas beaucoup changé, parce que par rapport à 1980, on a à peu près toujours 130 établissements pénitentiaires. Voilà, on a quand même 85 000 détenus. Voilà. Donc, on se fait évidemment alpaguer, si l'on peut dire, régulièrement par les institutions internationales. Voilà. Donc, l'idée qu'il faudrait incarcérer davantage, les petites peines, etc. Là, je pense que les politiques devraient revenir au principe de réalité et d'efficacité. On ne peut pas emprisonner davantage quand on n'a pas déjà suffisamment de place pour loger correctement ceux qui se trouvent en prison. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Guénaud, votre coup de gueule. Alors le coup de gueule, moi, c'est c'est l'idée qui commence à arriver à nos oreilles, qui sort des alcôves de Bruxelles, mais qui bruisse depuis très longtemps, qui est l'idée d'un 28e État fictif, un 28e régime, qui n'est pas encore fait, bien sûr, mais ça fait très longtemps qu'ils en parlent à Bruxelles. Comment ça marche? Là, parce que moi, j'entends ça, je ne comprends pas. C'est tout simplement refaire, alors c'est très simple, un État donc sans peuple, etc., mais avec des droits différents, donc un droit fédéral, finalement, qui serait au-dessus de nos lois, puisque les entreprises pourraient les choisir. Ce serait un droit des entreprises différent, un droit des sociétés différent, un droit des faillites différent, et un droit du travail différent. Donc quelqu'un, moi, ou une personne morale pourrait choisir. Une personne physique aussi, ou une personne morale? Plutôt pour les entreprises. C'est plutôt pour les entreprises. Donc personne morale pourrait s'immatriculer. Voilà, tout à fait, dans ce 28e régime. Okay. Et du coup, ce serait au-delà des lois nationales, puisqu'il pourrait choisir ce régime-là et ne pas subir, entre guillemets, puisque ce serait subir la législation nationale, qui serait évidemment une législation beaucoup plus douce et tranquille, une législation qui serait faite pour les grandes entreprises et pour les entreprises au détriment des salariés, évidemment. Ok. Et vous êtes contre? Évidemment contre. Évidemment contre. On peut être que contre. Il faudra qu'on creuse ce sujet-là. Merci. Alors, mon coup de gueule, c'est sur la loi qui va passer sur la sécurité sociale. C'est un des 2 budgets qui est problématique. Où dedans, il y a marqué qu'ils allaient augmenter, pour réduire le déficit, bien entendu, toutes les franchises médicales sur les gens les plus pauvres. C'est-à-dire qu'ils doublent, je crois. Sur les gens les plus pauvres ou sur tout le monde? Mais non, alors, soi-disant, le ministre a déclaré qu'il ne toucherait pas les gens les plus pauvres, les femmes enceintes, les gens d'au moins de 18 ans, etc. Mais l'ensemble des populations, et ceux qui sont le plus malades, entre guillemets, c'est pas les riches, ils n'ont pas besoin, c'est les pauvres. Ils vont leur augmenter les franchises sur les médicaments, c'est-à-dire qu'au lieu de payer 50 centimes, on va payer 1 euro. Ils vont augmenter le transport sur la franchise sur le transport des ambulances, etc., etc. Et encore une fois, c'est les plus pauvres qui vont morfler. C'était mon premier coup de gueule. Et je trouve ça inadmissible parce qu'on va chercher l'argent, encore une fois, dans la poche des gens, de ceux qui n'en ont pas. Ça, c'était votre premier coup de gueule. Ça, c'est vrai. Le deuxième. Vous en avez j'en ai un petit deuxième. C'est sur le TGV. Oui. Vous savez, le TGV 30, ils ont lancé un super truc de communication, comme quoi, quand le TGV a plus de 30 minutes de retard, vous avez le droit à un remboursement. Oui. Et donc donc, on ne peut le faire que par Internet. Et vous ne pouvez prendre rendez-vous par Internet qu'au guichet pour aller vous toucher vos 14 euros. Ah oui. Donc tout est fait, entre guillemets, pour que les gens ne touchent pas. Pour que les gens ne puissent pas y aller. C'est que de la com. Mais c'est que de la com, et ça me rend de plus en plus fou. On vous annonce partout qu'on vous fait des faveurs, et en fin de compte, quand vous voulez bénéficier des faveurs, c'est un véritable parcours du combattant. Vous prenez rendez-vous par Internet pour aller voir quelqu'un dans un guichet. Alors, est-ce qu'on peut rajouter quelque chose dans le même ordre d'idée? On sait qu'aujourd'hui, il y a 15% des Français qui ne touchent pas les aides sociales auxquelles ils ont droit. Oui. Là, je pense qu'il faudrait prévoir un système d'automaticité. Voilà, quand vous pouvez bénéficier d'une aide, eh bien, elle vous est accordée, sans avoir à faire des démarches. C'est ce qui s'est passé pour l'énergie, le chèque énergie. Tout à fait. Où il y a plein de gens qui ne le touchent pas parce qu'ils n'osent pas le demander. Oui. Et on va devoir faire les coups de cœur parce que sinon, on va largement déborder. Votre coup de cœur? Mon coup de cœur, c'est un petit coup de cœur. Disons, c'est une façon de voir le verre à moitié plein. Oui. Dans cette époque où on dénonce beaucoup la fragilité des institutions, la crise politique, la crise de régime, j'ai entendu. Je constate quand même que, malgré toutes ces crises, on continue tous à vivre à peu près normalement. Ça n'a pas beaucoup ébranlé nos modes de vie, qu'on continue à travailler, à aller chercher de l'argent aux distributeurs, à vivre tout à fait normalement.
Et je mettrais ça aussi en parallèle entre l'affaire Macron et l'affaire Sarkozy, c'est-à-dire que l'affaire Sarkozy, il y a d'autres régimes, d'autres pays, où un président qui serait mis en prison et l'affaire serait jugée injuste par son clan, ça pourrait très mal finir. Ça pourrait finir par le président retranché, planqué dans les réseaux, défendu par des milices. Ça finirait en guerre civile. Je pense peut-être à la Serbie, à des pays de l'Est vers lesquels on jette des regards énamourés quelquefois sur cette chaîne. Bon, ça ne se passerait pas de la même façon, une crise des institutions dans ces pays-là. On la traverserait pas de façon aussi tranquille. Donc ça, c'est mon coup de cœur pour nos sociétés libérales, occidentales, un peu mollassonnes, mais bon, dans lesquelles on n'est pas trop bousculé. Merci beaucoup. Mais contrairement à ce que me dit le réel qui me dit bah, ça c'est un drôle de coup de cœur, c'est un vrai coup de cœur. Hein, je suis d'accord avec vous. Ok, Michel Fize, votre coup moi, de cœur. je vais rajouter un pan, peut-être à ce qui vient d'être dit, le pan animalier. Oui. Parce qu'on oublie trop souvent que la nature, c'est aussi la nature animale, et notamment la nature sauvage. On parlait du loup tout à l'heure, mais bon, tous les animaux dans la nature ont droit à une place. J'ai presque envie de dire, d'ailleurs, quand on voit un peu comment certains partis politiques, qui sont pourtant officiellement estampillés écologistes, oublient quand même largement cette question animale, ça me choque, parce que pour moi, l'animalité, c'est l'humanité en mieux. Waouh, elle tombe brusquement, votre conclusion. Ok, Courte, hein, l'animalité, c'est l'humanité en mieux. Bien sûr. C'est plus la femme et l'avenir de l'homme, c'est mon chien et l'avenir de l'homme. Ah, ben oui. 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 Je suis pas sûr de vous suivre jusque-là. Je ne suis pas sûr non plus parce que je dors la fenêtre ouverte pour tout vous dire et j'entends ce qui se passe dans le bois pas très loin de chez moi. Il y a des drames la nuit. Ça crie très fort quand la chouette attaque. Oui, mais il y a des drames avec les humains la nuit dans les bois. Hein. Vous avez raison. Et le réalisateur me dit c'est pas une chouette. Il est drôle. Allez Antoine, votre coup de cœur. Eh bien moi, le coup de cœur concernera la culture française, qui morfle quand même depuis plusieurs années, et d'autant plus la culture populaire française. D'accord. Il y en a eu une grande culture populaire française dans les années 50. Gérard Houry, par exemple. Par exemple, Gérard Houry, par exemple Audiard. Moi, je suis un petit enfant d'Audiard, disons, plus qu'autre chose, mais c'est Kaamelott. C'est la sortie de Kaamelott qui renoue pour moi avec cet esprit de comédie populaire à la française. Au-delà de la légèreté, il y a une certaine légèreté certes, mais avec un sérieux dans les dialogues. Par exemple, les dialogues sont d'une complexité, sont simples et en même temps complexes, sont réfléchis, sont travaillés, et ça nous changera. C'est une vraie comédie française. Ça nous changera de ces comédies de bobos du 11e ou du 16e qui réfléchissent à leur vie, qui réfléchissent sur leur névrose pendant 1h30 à l'écran. Voilà, je préfère une comédie vraiment populaire comme ça. On retrouve cet esprit des années 50, 60, 70, et ça fait du bien. On se dit que cette France-là n'est pas morte, et vraiment, ça fait du bien. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui, puisque, bien sûr. Il a fait deux coups de gueule. Donc, la jalousie. Il y a aussi une série que je trouve remarquable, c'est La Petite Histoire de France. Ah oui, bien sûr. Qui est ciselée d'une manière admirable, et c'est à mourir de rire. Voilà, c'est vraiment... C'est vraiment le même esprit. C'est du grand spectacle. On est d'accord. Très bien. Et Philippe Pasco, votre coup de cœur. Mon coup de cœur va vous étonner, c'est pour le gouvernement Le Cornu 1 ou Le Cornu 2, où ils ont fait un truc. Il a fait un truc intéressant, mais qui peut être dangereux par la suite. C'est-à-dire le premier décret qu'il a fait paraître, c'est un décret pour obliger les sites internet et les sites de réseaux sociaux à tous garder leurs données et leurs images pendant plus d'1 an. Ça va permettre de pister quelques pédophiles et quelques harceleurs cyber Internet. Et je trouve que c'est très bien. Ça peut être dangereux aussi parce que c'est une surveillance accrue de la population. Mais pour les pédophiles et pour les cyberharceleurs, je pense que ça va leur mettre un petit coup d'arrêt. Et ça, c'est bien. Vous voyez, je félicite Monsieur Le Cornu. J'en reviens pas. C'est assez rare, on le note. Oui. Allez, merci messieurs, c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce en bas de votre écran. Ça fait remonter le référencement et c'est très bon pour l'émission. Et puis vous avez des commentaires, vous avez le droit à des coups de gueule et à des coups de cœur dans vos commentaires. On les lit et on vous en remercie. Et donc merci d'avoir regardé cette émission Tête à Clash et à rendez-vous dans 15 jours. Au revoir.